Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose « Il était une fois le conte thérapeutique ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Le langage est-il le propre de l'homme? Nos invités, Maxence Elvalade et Eliane Beaulieu-Fournier, nous présentent Club Ami. Bienvenue à Folie douce. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec bonheur que je reçois Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, toujours présente en studio avec nous pour des chroniques intéressantes, mais aujourd'hui, tu nous amènes quelque chose. C'est « Il était une fois le conte thérapeutique ». Déjà, c'est intéressant. Ça... Ah, oui, j'espère bien. On va parler du conte thérapeutique. C'est quoi, dans le fond, le conte thérapeutique? On le sait par nous-mêmes parce qu'on a été enfant et puis comme adulte, on a écouté des contes aussi. Oui. Certains, en tout cas. Mais qui n'étaient pas... il était peut-être thérapeutique. Voilà, c'est ça. En fait, le conte en lui-même, c'est quoi? C'est un récit assez court ou pas toujours très court qui peut avoir aussi une petite leçon. Dedans. Ouais. C'est quand même assez particulier. Donc, en fait, le conte en lui-même, il existe depuis très longtemps. On a même des traces qui datent 2000 ans avant Jésus-Christ, un certain pharaon qui aimait particulièrement bien les contes. Et on le voit que ça existe dans toutes les cultures, toutes les civilisations, et depuis pas mal d'années. Donc, on voit que le conte en lui-même, avant d'être thérapeutique, donc, est quelque chose qui est apprécié par les êtres humains. Ouais. Et on va voir que le conte en lui-même, il nous oblige à aller dans l'imaginaire. Ça, c'est une première chose. Il nous oblige à aller dans l'imaginaire. C'est la particularité du conte, normalement. Dans le fond, c'est une histoire, le conte. C'est une histoire. Beaucoup de choses dans la vie sont des histoires. Le cinéma, c'est une histoire. Donc, à quelque part, l'être humain a besoin d'histoire, a besoin de se faire raconter. On adore ça. Rien qu'à voir les succès des différentes séries à la télé ou même des fois à la radio, les histoires racontées. Les gens aiment se faire raconter des histoires. Ouais. Mais on va voir pourquoi. Parce que dans le fond, il y a une fonction qui peut être thérapeutique, donc au conte, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de soigner quelque chose, ou en tout cas de participer à un processus de guérison, si on peut dire ça comme ça, si guérison est nécessaire. Hein? Et on pourrait peut-être commencer simplement par le conte pour enfants, parce qu'il y a le conte pour adultes également, mais le conte pour enfants, Bruno Bettelheim, qui est un très célèbre psychologue et psychanalyste, avait défini que le conte pour enfants, il permet à ce petit être de vraiment l'aider à lutter contre des difficultés qu'il va rencontrer, à les identifier que, tiens, il y a des obstacles dans la vie, moi aussi j'en rencontre, mon héros, mon héroïne aussi rencontre des obstacles. Ah, et quelle est la solution ou qu'est-ce qui se passe à la fin? Comment mon héros ou mon héroïne a fait pour se sortir de la situation. Et ça, en fait, en faisant appel à l'imaginaire, on ne fait pas du tout appel, ici c'est important, aux facultés intellectuelles en tant que telles, on va faire appel à l'émotion. Et donc, on se met dans une situation où on ressent une certaine émotion assez forte en général. Pour les contes apeurants, tout le monde a peur de la même manière, mais disons c'est l'imaginaire et l'émotion. On va garder ça en tête. Et justement, à propos d'émotions, on peut parler de ce qu'il y a de plus connu, c'est les contes qui font peur. Je ne sais pas si toi, tu as en souvenir, Yvan, un conte de ce genre-là? Non. Non, tu ne te rappelles pas d'histoire qui te faisait peur? Non, j'ai jamais aimé les choses qui faisaient peur. Même aujourd'hui, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas le... Moi non plus, je dois dire. Je considère que la vie, déjà, est des fois assez effrayante. C'est ça, mais en fait, il paraît que pour les enfants, c'est nécessaire. Ouais. C'est important pour qu'ils fassent face à leur propre peur et qu'ils voient que, dans le fond, il y a des solutions, quelle que soit la peur. Et je veux donner des exemples des plus connus. Hein. On peut, par exemple, tout simplement citer Le Petit Poucet, où il y a la peur de l'abandon chez l'enfant. Ça peut arriver fréquemment. Attention, il y a différentes dimensions dans l'abandon, mais je veux dire, il y a vraiment... Ça touche énormément d'enfants. Ça a beaucoup de succès, Le Petit Poucet. Et en fait, là, les enfants peuvent voir, dans le fond, qu'est-ce que l'enfant a trouvé comme moyen pour qu'on le retrouve. Il a trouvé une solution, il a eu très peur, mais en même temps, il y a une solution au bout.
C'est pas pour ça que la solution va être la même pour chaque enfant. Est-ce que les contes ont été conçus comme ça ou c'est plus le fait d'avoir fait le conte, on s'est rendu compte finalement? Moi, je crois que dans l'histoire humaine, on a inventé le conte comme ça nous faisait du bien. Et puis on a continué. On s'est rendu compte qu'il y avait un bienfait. Bon, là. Avec le développement de la psychanalyse, etc., c'est sûr qu'on analyse différemment et que maintenant, justement, avec Bettelheim, on sait qu'il y a des fonctions très particulières et notamment les contes pour adultes. Bon, je vais en parler maintenant puisqu'on y est, mais il y a des ateliers spécifiques dans les cliniques et dans les centres de traitement où on peut avoir des contes thérapeutiques pour adultes, mais ils sont très encadrés. C'est-à-dire qu'il y a un personnel qui supervise ça de manière assez régimentée, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai cadre, un décor spécifique. On va parler du conte, mais chacun des soignants comprend bien la fonction avant et les enjeux. On va débiter l'histoire à un certain rythme, on demande une certaine participation aux adultes, et ça existe, par exemple pour le deuil, c'est quelque chose utilisé, vraiment le conte thérapeutique pour le deuil, et on lit des contes où les gens ont vécu un deuil et comment ils ont réagi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont fait face, et comment ils s'en sortent dans le fond. Ça, ce sont des choses qui existent dans les cliniques ou en tout cas dans les centres pour différents difficultés de la vie. Je parle du deuil, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être aussi moins dramatique que ça. Mais donc, le conte thérapeutique peut s'appliquer maintenant de manière, avec l'approche psychanalytique, un large spectre. Et ça vient, comme tu disais tantôt, ça vient stimuler la personne elle-même, tu sais, qui va peut-être trouver des solutions à ses propres problèmes. Voilà, elle va être dans l'émotion sans analyser intellectuellement, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, et le héros dont on m'a parlé, il a fait ça, est-ce que moi je vais pouvoir le faire, etc. Maintenant, en conte thérapeutique pour adultes, évidemment, il y a plus d'analyse, c'est autre chose qu'un conte raconté aux enfants ou aux adultes à Noël, d'accord? À Noël ou à d'autres périodes de l'année, d'accord? Donc, ou Fred Pellerin, il y a un engouement pour Fred Pellerin qui raconte des contes, et on voit bien que les adultes sont un peu fous de ça, et donc, je pense, pourquoi? Parce qu'ils aiment se faire raconter des histoires, mais pourquoi? C'est parce qu'on se reconnaît dans les histoires, et on va aller chercher sans intellectuellement le reconnaître, mais dans l'émotion, des passages de notre vie ou des choses qu'on a vécues ou des choses qu'on est en train de vivre. Tiens, ça nous fait du bien de voir comment l'autre s'en est sorti. Et c'est à la fois un divertissement, mais tu sais, un divertissement qui amène autre chose aussi. C'est pas un divertissement comme ça, gratuit, sans rien d'autre. La façon que tu l'expliques, c'est intéressant. Là. Oui, ça nous montre, puisque tu utilises ce mot, ça peut nous montrer le chemin vers où aller. Ça peut nous montrer la manière d'aborder un problème. Donc, mais tout ça, entre guillemets, dans quand même le relativement ludique et dans l'imaginaire. Donc, on prend du plaisir, on est là et on écoute une histoire, on fait du bien. Il y a un autre conte très connu que pour les enfants, c'est le fameux Petit Chaperon Rouge. Celui-là, il parle évidemment de la peur d'être mangé. Beaucoup d'enfants, je ne sais pas pourquoi, moi je ne suis pas psychologue ni psychanalyste, donc il y a cette peur d'être mangé tout cru, comme on dit, la peur d'être dévoré. Et là justement, ce qui tombe bien, c'est que la peur personnalisée devient à une forme de sorcière. Et après ça, une sorcière, on peut se venger facilement là-dessus. On peut la faire brûler, on peut faire un tas de choses, on peut la faire rôtir aussi. Donc, ce n'est pas grave, puisque on va se venger de la peur sur quelque chose qui n'est pas aimable, qui est la sorcière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez amusant pour les contes pour enfants. Maintenant, je voudrais peut-être un tout petit peu parler d'un chouette endroit, un organisme à Trois-Rivières qui a rédigé des bouquins, donc des contes, on va dire ça comme ça, sur différents troubles de la santé mentale et donc qui permettent aux adultes et aux enfants de les lire et d'aborder certains troubles de la santé mentale dont la personnalité limite. Il y a différentes choses. Je mettrai les coordonnées en bas du site. Oui, donc ça, c'est assez intéressant qu'ils aient fait cet effort de faire des mini-contes pour chaque trouble mental. Et en dehors de ça, d'ailleurs, c'est pour enfants et adultes, on peut se dire que les contes modernes et plus pour adultes
C'est-à-dire que ce n'est pas des tout petits enfants. Harry Potter, c'est quand même pas le bas âge. Hein. Non. Les avertissements, des fois, ça peut être effrayant, là, certaines scènes. Moi, j'en ai eu peur. Bon, je peux l'avouer. Du premier film. En étant adulte, il faut dire. J'ai pas eu assez peur en étant petite, il paraît. Voilà. Et il y a Le Seigneur des Anneaux aussi. C'est une sorte de conte. Ouais. On peut le dire comme ça. Donc là, on est confronté, on est rodé, on voit... on affronte nos peurs, dans le fond. Et ce que conseillent les gens pour que le conte thérapeutique soit efficace, c'est que vraiment, on ne se contente pas de le lire dans un livre, mais qu'il soit vraiment vécu. Comme quand on a Fred Pellerin qui nous raconte quelque chose en face de nous, il y a tout un langage on l'imagine, voilà, faut voir qu'est-ce qu'on nous raconte. Mais oui, il nous emmène dans une autre dimension. Donc, il faut quelqu'un, par exemple, si dans les bibliothèques, des fois, ils racontent des contes, que la personne aussi soit consciente de la fonction qu'a le conte. Oui, exactement. Parce que, du coup, il ne va pas dire « Oh, là, je diminue un peu la sensation de peur. » Non, non, pas du tout. Vas-y à fond dans la sensation de peur. Fais peur aux enfants ou fais peur aux adultes, etc. Je veux dire, c'est la fonction même de ce que tu es en train de raconter si c'est un conte pour faire peur. Mais l'important, après, c'est peut-être justement d'encadrer ou de tenter de faire voir, si on parle avec des enfants, de dire, mais qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Peut-être que... C'est certain qu'il faut en discuter après, parce qu'il va y avoir des enfants plus marqués que d'autres, mais c'est important, en effet, de revenir dessus, et puis de dire qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, etc. Mais en fait, on sous-estime les enfants, et les enfants ont besoin d'être confrontés, parce que, comme je disais, ils attrapent des outils au passage, parce que l'héroïne ou le héros, il est là et il leur donne des solutions, des pistes en tout cas de solutions. Donc l'enfant, il est heureux après. Il n'est pas dans la peur jusqu'à la fin, il a peur à un moment donné, ponctuel dans le conte, mais après, c'est plus le cas. Mais il sait que c'est possible de régler des peurs ou de surmonter ses peurs. Voilà, ça? Tout comme les adultes, en fait, à la fin du conte, on se dit... je vais pouvoir surmonter ces obstacles-là. Il y a une solution au bout de ligne. Je peux aussi utiliser cet outil pour faire un retour sur mon passé, pour des endroits, des vécus qui ne sont pas toujours faciles. Et on peut intégrer cette douleur pour l'adulte à notre vécu, où l'enfant, cette peur, il dit maintenant, je sais comment faire face, pardon. Je ne parlais pas français, là. D'accord? Donc, on voit qu'il y a du négatif dans le conte. Oui, il y a de la peur. Enfin, quand je dis négatif, il faudrait examiner ce mot. Mais je veux dire, on trouve une confiance à la fin du conte. On aime le dénouement heureux, évidemment, à la fin. Parce qu'à la fin, on retrouve l'enfant. Où la sorcière est rôtie, elle est décédée, et bien décédée. Et donc, les méchants périssent. Et voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Et même dans Les Mille et une nuits, par exemple, un conte quand même connu un peu plus pour adultes, on apprend là que qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'il faut du temps pour guérir quand on a des problèmes. Ouais. Donnons-nous le temps de surmonter les épreuves. En quelques secondes, avant de terminer, bien sûr, comme tu disais, les références vont être sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Puis c'est sur ta chronique, donc sur il était une fois le conte thérapeutique. Est-ce que tu veux rajouter un mot très rapidement? Eh bien, je souhaite bon conte à tout le monde. N'hésitez pas à aller vous choisir un conte ou aller louer un conte audio, livre audio. J'ai jamais pensé que le conte allait... Ou aller voir Fred Pellerin ou d'autres conteurs. J'ai jamais pensé que ça allait aussi loin. Merci beaucoup pour cette chronique, Catherine, donc sur le conte thérapeutique. Merci, Yvan. Au revoir. Vous voulez savoir de quoi on a de l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, le langage est-il le propre de l'homme? Oui, en voulant dire, en se posant la question, les animaux ont-ils une forme de langage? Je pense que tout le monde va être prêt à dire que oui, les animaux communiquent. Ceux qui ont des cordes vocales, évidemment. Oui, ils jappent ou ils font des miaules. Oui, c'est ça. Mais en fait, peut-être... Est-ce qu'ils ont le langage? Oui, peut-être est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de cordes vocales? Il y a toutes sortes de façons de communiquer. Je ne suis pas un spécialiste, mais... Oui, ça n'a pas besoin d'être un langage... Un langage, en fait, ça n'a pas besoin d'être une langue, en fait. C'est ça. Un peu ça là. Oui, il y a ça, mais il y a certains animaux qui ont des cordes vocales, d'autres qui n'en ont pas.
Par exemple, les maringouins, je pense pas qu'il y ait de cordes vocales. Je pense pas, ou les serpents. Ils seraient bien petites, sinon, des petites cordes vocales. Ça ferait pas des bons chanteurs. À disséquer au microscope. Ça serait... Oui. Alors, mais je vais commencer. Pas qu'ils font du bruit, maringouins. C'est vrai, c'est vrai. Je vais commencer par un court article qui s'intitulait, que j'ai pris sur Internet, sur le site radiocanada.ca. Le titre de l'article est « Coco, la femelle gorille qui parlait le langage des signes, est morte ». Puis ça fait déjà quelques années, mais c'est comme ça que ça s'intitulait. Ouais. C'était ça qui était le titre de l'article. Ouais. C'était, d'après, ça a été publié par l'agence France Presse. C'était publié le 21 juin 2018. Et vous allez voir l'importance de cette nouvelle. Coco, qui était une femelle gorille devenue mondialement célèbre pour sa maîtrise du langage des signes et vue par beaucoup comme un modèle d'empathie envers les humains, est morte le 20 juin 2018 à l'âge de 46 ans en Californie, avait annoncé la Gorilla Foundation qui suivait l'animal. Moi, je me rappelle, pas de très clairement dans tous les détails, je me rappelle d'avoir vu des émissions de télévision sur ce gorille ou cette femelle gorille qui parlait le langage des signes des sourds et muets. On lui avait montré le langage des sourds et muets et elle avait surpris tout le monde par ses capacités d'apprentissage. On dit qu'il y a une intelligence particulière chez les singes et chez les gorilles en général. Oui. Ouais. Alors, le primate qui était né le 4 juillet 1971 au zoo de San Francisco a vécu toute sa vie en captivité en Californie. Elle est morte dans son sommeil, a précisé la Fondation. La capacité de Coco pour le langage et son empathie a ouvert l'esprit et le cœur de millions de personnes, a souligné la Fondation. Elle était très aimée et nous manquera profondément, était écrit, pouvait-on lire dans le message. Dès 1972, une jeune psychologue pour animaux, Mme Francine Patterson, se met à apprendre à Coco le langage des signes avant de poursuivre son apprentissage à l'Université de Stanford, où a été établie la Fondation. Celle-ci se dédie à l'étude des gorilles en captivité. Coco, qui maîtrisera peu à peu plus de 1000 mots, et Mme Patterson deviendront amies, et le gorille fera l'objet de nombreux reportages qui ont fait sa notoriété, à commencer par la couverture du National Geographic en octobre 1978, qui la montrait en train de prendre sa propre photo en se regardant dans un miroir. Donc, c'était peut-être le premier selfie, je ne sais pas. Ouais. Alors, Coco devait ensuite se rendre célèbre pour son affection pour son premier chaton qu'elle avait nommé All Ball et qui allait faire l'objet d'un livre pour enfants devenu un classique intitulé Coco's Kitten, ou en français, Le chaton de Coco. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Le langage est-il le propre de l'homme ?» que j'ai pris sur Internet, comme d'habitude, sur le site digischool.fr. On nous dit la possession du langage, cette faculté d'exprimer des pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes, semble ne concerner que les hommes. Pourtant, les animaux communiquent entre eux et parfois avec les hommes. Ne s'agit-il pas là d'une forme de langage? Certains animaux émettent des sons qui ressemblent à des mots. Les pies, par exemple, sont capables de dire bonjour à leur maître. Cela ne prouve pas que ces animaux possèdent le langage et sont polis, mais qu'ils peuvent être dressés et acquérir des réflexes sonores. Ainsi, la pie ne dit rien. Son bonjour n'est pas le reflet d'une pensée, mais n'est qu'un mouvement de l'espérance qu'elle a de manger si l'on a toujours accoutumé de lui donner quelques friandises lorsqu'elle a dit ce mot. Au contraire, le langage humain permet d'exprimer des pensées. Celles-ci peuvent être ces représentations de ce qui affecte l'homme, mais aussi des idées sans relation avec ses impératifs vitaux. L'usage poétique de la langue en est le meilleur exemple. Le langage prouve ainsi que l'homme n'est pas une machine ou un organisme répondant mécaniquement à des stimuli. Le langage humain peut utiliser d'autres vecteurs que la parole. René Descartes, un célèbre mathématicien français, avait dit « Les muets se servent de signes
de la même façon que nous de la voix. Les gestes utilisés peuvent alors également manifester des pensées. Ainsi, il apparaît que le langage est le propre de l'homme et cela prouve que l'homme pense, alors que les animaux, eux, ne pensent pas. Montaigne, philosophe français, fait cependant la critique de la croyance selon laquelle seuls les hommes disposeraient du langage. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan. Et on poursuivra à l'Espresso allongé sur le même sujet. Donc, le langage est-il le propre de l'homme? À venir dans l'émission, Maxence L. Valade et Éliane Beaulieu-Fournier nous présentent Club Ami. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Le langage est-il le propre de l'homme ?» Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille mes invités, Maxence L. Valade. Bonjour Maxence. Bonjour. Également Éliane Beaulieu-Fournier. Bonjour Éliane. Bonjour. Vous êtes tous les deux de la ressource Club Ami, un organisme qui existe depuis longtemps. Toi, Maxence, je pense que tu es intervenant psychosocial depuis environ 5 ans. Mais pourrais-tu nous parler un peu de l'historique puis comment ça a été fondé, cette organisation-là? Oui, avec plaisir. En fait, il y a Irène Ranty qui a fondé l'organisme en 1983 dans une vague de désinstitutionnalisation de la psychiatrie au Québec. L'objectif, elle, en fait, était au contact avec pas mal de personnes qui souffraient, qui étaient aux prises avec des psychopathologies. Puis, en fait, elle voulait créer un lieu à la fois pour que les gens puissent briser leur isolement, socialiser, puis aussi un lieu qui servait beaucoup à l'époque à faire de la réinsertion sociale. Ouais. Depuis, il y a eu plusieurs ambiances différentes à Club Ami. Club Ami a fermé pendant à peu près 5 ans, puis ensuite a réouvert avec Louise Tremblay, qui était la directrice à l'époque. Puis récemment aussi, là, il y a toute une nouvelle équipe qui s'est mise en branle, puis on essaie beaucoup d'accorder une place importante à l'expression artistique, puis à l'ambiance collective là, qu'on juge thérapeutique. Les organismes qui datent souvent de longtemps, il y avait un besoin justement pour un peu pallier au manque de services dans les hôpitaux. C'était un peu ça au départ, là, la fameuse désince a comme poussé la création de beaucoup d'organismes, mais beaucoup ont dû se réinventer. C'est un peu ça que Club Ami a fait. Oui, absolument, puis encore maintenant, on doit se réinventer à tous les jours. Et c'est situé où à Montréal, Club Ami? C'est dans le 67-67 chemin de la Côte-des-Neiges, à Côte-des-Neiges, dans le local 596. Et c'est aussi assez multiethnique, je pense, comme quartier. Est-ce que ça se reflète dans les membres? Oui, absolument. Côte-des-Neiges a la particularité d'être un quartier de transition beaucoup. Là. Beaucoup de personnes vont atterrir là dans leur première année, puis vont se diriger vers d'autres quartiers ensuite. Ouais. Par ailleurs, c'est aussi un quartier très pauvre. Puis oui, il y a beaucoup de diversité à Club Ami. Là. Et ça c'est des défis, mais ça peut être très intéressant aussi parce qu'il faut justement s'impliquer. On a une personne ici qui est membre, en fait, Éliane, donc mais on t'a présenté tantôt. Depuis quand tu côtoies ou tu participes aux activités de Club Ami? Ça fait 6 ans. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à cet organisme-là spécialement? Parce que dans ce temps-là, j'habitais le quartier. OK. T'avais besoin de services parce que dans le fond, c'est une organisation qui aide des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui sont en rétablissement, c'est un peu ça? Pas nécessairement? Oui, mais pas uniquement. En fait, c'est une organisation qui est plutôt sujet au hasard. Okay. Effectivement, notre mission est d'intervenir au niveau de la santé mentale. Après, je veux dire, les portes sont ouvertes, donc il peut y avoir n'importe qui entre
à Club Ami, puis qui prend part aux activités. Puis il devient membre, quiconque passe 3 après-midi, disons, à Club Ami. Donc, nous, on ne demande pas de diagnostic à l'entrée. Donc, ça peut vraiment être n'importe qui vient à Club Ami. C'est pas écrit dans le visage de personne, là, dans le fond. Puis on a tous une santé mentale, là, c'est ça. Je pense qu'avec les années, probablement qu'au départ, Club Ami, comme beaucoup d'organisations, ben, ils se disaient, je vais payer un service qui n'est pas disponible, là, puis je vais essayer d'aider les gens de la communauté. Mais effectivement, ça s'est développé. Mais tu habitais dans le quartier, donc les activités t'ont attiré, Eliane? Ben, c'était plutôt pour briser l'isolement puis rencontrer des nouveaux gens. Oui. Puis tu as pu continuer, donc est-ce que il y a quelque chose qui te retient dans le sens que tu trouves que c'est un endroit qui répond à des besoins? Ben, c'est que on s'attache aux gens, puis c'est le fun de faire des activités en groupe, puis des projets, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses est-ce que les gens qui sont là, c'est des gens qui te ressemblent ou il y a une variété de personnes? Ben, c'est comme dans la vie, tout le monde est différent, mais on se rejoint en quelque part. Oui. La mission aujourd'hui, quand on parle de Club Ami, est-ce qu'il y a une mission bien définie en, mettons, une phrase, Maxence? Ben, en fait, je pense que les gens qui sont pauvres et qui souffrent, il y a très peu d'endroits qui leur foutent la paix. Donc, peut-être qu'à Club Ami, c'est un des trucs, c'est qu'on essaie autant que faire se peut, de foutre la paix aux gens, qui puissent venir là, se déposer, avoir certes une activité, socialiser, comme Eliane l'exprime bien, puis trouver un certain rythme qui leur est propre. Mais après, il n'y a pas d'exigence comme telle. Donc, c'est plus de faire attention les uns aux autres, de porter une attention aux soins collectifs du lieu, des membres de Club Ami, de l'équipe de travail également. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Il n'y a pas une approche paternaliste, puis c'est ça, dans le fond, on veut ouvrir, puis on veut dire, ben, venez profiter des services, on est là pour vous aider, en fait, c'est un peu ça? Ouais, autant que faire se peut. Après ça pose son lot de défis. Je veux dire, c'est faire attention les uns aux autres, c'est toujours compliqué. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on essaie de faire à Club Ami. Mais ouais. Comme intervenant psychosocial, les défis, quels sont-ils ou quels sont les plus grands défis peut-être que tu as à faire face? Ben, en fait, j'ai l'impression que les défis auxquels les personnes qui viennent à Club Ami font face sont peut-être, disons, à des degrés différents que ceux auxquels tout le monde font face, mais néanmoins, il y a quand même tous les défis procéduraux de paperasse, de devoir toujours affronter le gouvernement au niveau de différents documents qui sont demandés, de dédales procéduraux auxquels on fait toujours face. Donc de simplement accompagner les gens là-dedans. Mais souvent, en fait, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est faire face aux instances gouvernementales plutôt que faire face à la folie comme telle, qui est pas si difficile à vivre parce que je pense qu'elle est quand même acceptée à Club Ami, puis c'est pas quelque chose qui fait tabou, donc ça devient plus facile à vivre, même si ça pose son lot de défis quand même. On l'apprend de façon plus positive, c'est comme ça que tu vois ça, Eliane, un peu, tu sais, on laisse aller un peu notre folie, dans le fond. La folie. Ouais, la folie, c'est un grand mot, hein. Ben, nous, on s'appelle folie douce, mais c'est positif, là, tu sais. Ouais, la folie, c'est un grand mot, là, tu sais. Ça peut être autant positif que négatif, puis... Dirais-tu que les problèmes de santé mentale sont mieux compris aujourd'hui, où les gens sont plus ouverts? Pas réellement, pas assez, c'est évident. Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour modifier ça? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. C'est comme la paix dans le monde. Il y a encore beaucoup d'étapes à faire pour que on atteigne à notre but. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de... Chacun va faire son petit bout de chemin. Vous me parliez avant d'entrer en ondes d'un projet intéressant que vous avez fait, je pense, il n'y a pas si longtemps, là, en avril 23. C'était quoi? C'était une belle activité là, que vous aviez mis de l'avant à Club Ami? Ben, en fait, on a monté une exposition qui s'intitule Les Manœuvres de la Côte, qui était en résidence à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges. Mm-hmm. Puis en fait, on a assumé le commissariat avec les membres de Club Ami, puis on avait aussi invité des gens qui sont des artistes dans la vie pour nous épauler là-dedans. Donc, il y a eu un processus de création qui s'est déplié à peu près sur 1 an pour finalement mettre en œuvre cette exposition-là qui a eu lieu. Puis encore là, nous, à la base, on est parti avec un certain concept d'occupation, donc de
d'habiter la Maison de la Culture comme on habite Club Ami. Après, dans les faits, ça posait certains défis de différentes natures, mais on a quand même réussi à aller sur place à peu près à raison de 2 après-midi par semaine, passer du temps là, boire du café, faire ce qu'on fait à Club Ami, donc beaucoup d'ateliers de création artistique, mais à la Maison de la Culture, ou simplement s'asseoir, discuter, prendre un moment là-bas, mais Club Ami restait ouvert en même temps aussi. Donc l'idée, c'était de dire on change de lieu, puis on fait partie de la société, c'est un peu ça, on veut finalement s'impliquer, ou on veut aller dans un endroit, on veut fréquenter un endroit, c'est un peu ça le but, là. Moi, c'est ça aussi, montrer le travail des gens à Club Ami, qui ont une production artistique, puis qu'on est capable de devenir un artiste collectif ensemble, tout le monde à Club Ami. Parce que ça, c'est pas nouveau, c'est quand même une activité qui est là, de la création, puis le côté artistique, là, que ce soit en peinture ou en différents types d'art, c'est ça? Oui, en fait, on a plusieurs projets qui se déplient à long terme. Là, on a un zine qui est produit à peu près une fois par saison, une émission de radio ou un podcast là, qu'on produit assez fréquemment aussi, des ateliers de théâtre, des ateliers de dessin avec modèles vivants, on a fait des ateliers de peinture, des ateliers de sculpture, on a un ensemble d'ateliers de création artistique. Ouais. Eliane, est-ce que tu as des activités que tu préfères chez Club Ami? Karaoké, parce que j'aime ça chanter. T'es bonne? T'as une bonne voix? Oui. On te demandera pas ici à la radio, mais c'est ça, c'est des activités qui sont quand même bien pour aussi briser l'isolement, c'est ça? Oui, ben moi, ça fait depuis que j'ai 9 ans que je chante. OK. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Tu pourrais parler de l'atelier chant. Oui, il y a l'atelier de musique qu'il y avait avec Frédéric, là, qu'elle nous apprenait comme les bases de théorie musicale. Puis on faisait un canon avec le groupe. Sur certaines chansons des classiques ou... Non, plutôt comme... une chanson qu'elle a choisie, puis qu'elle nous apprend à comment faire un canon en groupe, là. Oui, un canon, c'est ça, de chanter un peu comme en décalage. Oui, c'est ça. C'est intéressant, puis c'est quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu as touché aussi aux activités plus artistiques, créatives, visuelles, là, ou en tout cas... J'ai fait un peu de tout, là. Moi, j'aime bien participer à plusieurs choses. Je suis ouverte à apprendre des choses tout le temps. Oui. Qu'est-ce que vous voyez comme pour l'avenir de Club Ami? Est-ce qu'on poursuit un peu dans cet état-là? Il semble y avoir une paix, un bien-être, en fait. J'ai l'impression, d'après quand on vous entend parler, ça semble être un endroit vraiment agréable et paisible. C'est un peu ça aussi, de poursuivre ça puis de rendre ça disponible aux gens, j'imagine. C'est pas mal ça, l'esprit de Club Ami, de donner une trêve aux gens de leurs problèmes puis de leur pensée qui est négative, qui vient comme les miner leur quotidien. Là. Puis on est souvent sous pression, puis le stress, puis c'est ça, la société, c'est sans arrêt, alors que d'avoir un lieu justement pour se poser, puis être capable de... On a tous une pression sociale, mais tu sais, quand tu as une santé mentale fragile, c'est exponentiel. Là. C'est la pression qu'on a. Alors ces moments-là de plus grande paix vont aider, en tout cas, à se sentir mieux. Là, c'est qu'on a moins de regard des autres qui vont nous juger ou nous dire que on n'est pas d'affaire à être dans leur vie. Trouves-tu encore que c'est difficile de faire sa place pour les gens qui ont peut-être une différence? Dans le fond, ça serait plate, la société, si tout le monde était pareil, puis si on était tous sur le même modèle. Là, ça dépend des gens. Écoute, c'est que il y a les gens qui ont des diagnostics depuis très longtemps, puis ils ont une stabilité, puis tu dirais jamais que quelqu'un a ce problème-là, puis peut-être la personne ne te dira pas non plus. Mais on n'est pas tous au même chemin dans notre vie, pareil comme n'importe qui. Oui. Je pense que de nos jours, c'est ça, c'est quand même déjà... En tout cas, il y a plus de compréhension, il y a encore du chemin à faire, mais je pense que c'est quand même avec tous les efforts de tout le monde, puis on finit par en parler autour de soi. Je pense que c'est quand même bien aussi. Là. Il nous reste quelques secondes. En fait, si Maxence, si on veut chercher des activités, les gens qui... Vous êtes ouverts, donc comme tu le disais, vous êtes ouverts aux gens qui voudraient participer aux activités qui sont spécialement à Côte-des-Neiges, mais ils pourraient venir d'ailleurs, selon les... Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est le site web ou les réseaux sociaux? Vous pouvez premièrement passer nous voir au 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges, local 596. On est ouvert du lundi après-midi jusqu'au jeudi après-midi. Sinon, il y a le site web www.clubami.qc.ca. Vous pouvez aussi nous appeler au 514-739-7931.
Puis ouais, nous écrire un courriel. Toutes les informations sont sur le site web. On est sur les réseaux sociaux aussi. On essaie de publier le calendrier des activités à peu près 2 semaines avant le début du mois. Pour le mois au complet. Exact, ouais. Puis vous pouvez, même s'il y a des activités, vous pouvez venir et ne pas participer aux activités. Pour prendre le pouls et s'habituer un petit peu. Oui, exact. Merci beaucoup, Maxence Valade, des intervenants psychosociales, et Eliane Beaulieu-Fournier, membre et participante donc de Club Amis. Merci d'avoir été là et puis bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Merci. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Nous voici de retour au micro avec l'Espresso allongé. Le même sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre. Le langage est-il le propre de l'homme? Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle ainsi « Le langage est-il le propre de l'homme » sur le site digischool.fr. Alors, j'étais en train de dire que Montaigne, qui était un philosophe français, fait la critique de la croyance selon laquelle seuls les hommes disposeraient du langage. Selon lui, c'est parce que nous sommes incapables de comprendre le langage des animaux que nous nions son existence, alors même que la communication des animaux entre eux et avec les hommes est évidente. Beaucoup de travaux d'éthologues, c'est le mot qu'on donne aux scientifiques étudiant le comportement des espèces animales, beaucoup donc de ces éthologues contemporains corroborent ces analyses. Les langues humaines se caractérisent par une double articulation. Elles sont composées de ce qu'on appelle des morphèmes et des phonèmes. Ainsi, elles ont un avantage fondamental. Elles sont d'une souplesse exceptionnelle et peuvent former un grand nombre de mots différents avec un petit nombre de modifications. Les morphèmes sont des unités minimales de signification. Ils sont composés de phonèmes, soit des unités sonores minimales qui permettent de passer d'un mot à un autre, comme par exemple du mot « bon » à « pont », par exemple. Les discours et dialogues humains ne se limitent pas, contrairement à la conversation animale en général, au champ des besoins vitaux. L'homme peut parler alors même qu'aucune utilité biologique immédiate n'est en jeu. Comme par exemple, on peut imaginer facilement les poètes, c'est pas parce qu'ils veulent avoir de la nourriture qu'ils vont se mettre à faire de la poésie. Contrairement aux animaux, comme tu disais tantôt. Comme le chien qui peut japper, par exemple. Ouais. C'est ça. Alors, les langues humaines ont une grande richesse expressive. Elles permettent d'élaborer des énoncés quotidiens, mais aussi scientifiques ou poétiques, etc. Il faut alors en conclure que, même si le langage n'est pas le propre de l'homme, une différence de degré sépare le langage humain et les langages animaux, ce qui s'explique biologiquement par la théorie de l'évolution. Le langage n'est pas neutre. Nommer les choses permet de les classifier et de les maîtriser. Les usages publicitaires ou politiques montrent que le langage peut être un instrument de domination. Comment le comprendre? Le langage donne le pouvoir de convaincre, c'est-à-dire de produire l'accord des esprits. Tel est le cas lorsqu'un locuteur fonde son discours sur des définitions strictes et enchaîne de manière cohérente et rigoureuse les énoncés. Le discours est alors rationnel et produit une vérité en droit partagé par tous les hommes. Il peut arriver que le locuteur ne respecte pas ces règles et use volontairement du langage non comme d'un vecteur de vérité, mais comme d'un instrument de persuasion. Le discours produit paraît alors vraisemblable, mais n'en reste pas moins de l'ordre du mensonge. Et quand on écoute des discours de politiciens, on en a peut-être un exemple. On en a souvent, peut-être. On a souvent des exemples, peut-être. De ça, hein. Alors, le locuteur peut persuader en jouant notamment sur les mots, les sons, les figures de style et le ton. Les paroles ne s'adressent donc pas seulement à notre intelligence, mais aussi à notre sensibilité. Tel est le cas des orateurs qui utilisent la rhétorique décrite par Socrate. Vide de connaissances, la rhétorique est, selon l'aveu même du sophiste Gorgias, le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil ou les citoyens dans l'assemblée du peuple. Selon Socrate, le discours rhétorique est une forme de flatterie adaptée à ceux qui l'écoutent. L'orateur dit à son public ce qu'il souhaite entendre. Son but n'est pas de produire le plus grand bien en cherchant à élever les citoyens à la vertu, mais de plaire
au plus grand nombre. Là, on est vraiment loin des miaulements des chats. Ouais. Quoique des fois, ils peuvent essayer de plaire avec leur c'est vrai, miaulement. c'est vrai. Oui. Alors, attisant les peurs sans objet et suscitant les espoirs souvent délirants, l'orateur manipule les affects de son auditoire. Comme l'explique Georgia, entre guillemets, avec ce pouvoir, il est possible de faire de tout homme son esclave. L'utilisation de la rhétorique comme instrument de domination est particulièrement évidente dans les champs de la séduction amoureuse, de la publicité ou encore de la politique, où la légitimation de l'autorité nécessite toujours le discours. L'orateur habile, quoique ignorant, a le pouvoir d'amener des foules à adhérer à n'importe quelle cause. Pour être considéré comme légitime par un groupe linguistique, un discours doit respecter un certain nombre de règles, des règles de vocabulaire ou de grammaire, etc. Cela ne s'explique pas seulement par une bienséance désintéressée, mais renvoie à des processus de démarcation sociale. Les classes favorisées parlent un langage particulier pour ne pas être confondues avec les classes populaires. Ainsi, la prononciation du R diffère d'un milieu social à un autre. Les classes sociales défavorisées intériorisent cette domination symbolique et se retrouvent dans un état d'insécurité linguistique. Elles peuvent alors pratiquer l'hypercorrection, mais le caractère artificiel de cette tentative les trahit souvent. En conclusion, comme l'explique Pierre Bourdieu, sociologue français considéré comme l'un des plus importants de la seconde moitié du 20e siècle, les discours concrets contiennent un capital symbolique et doivent être compris en fonction du pouvoir que détiennent ou non les locuteurs. Et merci beaucoup pour ce sujet. Le langage est-il le propre de l'homme? On en convient que c'est peut-être pas le propre de l'homme tout à fait. Non. Avec ce que tu as dit. Merci beaucoup. Et il existe des menteurs depuis longtemps. Oui, c'est sûr. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes blocs Espresso. Tu nous as parlé du langage, est-il le propre de l'homme? Oui. Intéressant comme sujet. Notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassen, nous a proposé « Il était une fois le conte thérapeutique ». Nos invités, Maxence L. Valade et Eliane Beaulé-Fournier, nous ont présenté Club Ami. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.